Donc merci à tous, merci de ces contributions très éclairées et de ces questions. J'étais content qu'il y ait eu beaucoup de dames qui posent des questions. Donc on arrive au dernier panel. On va parler des projets innovants, des jeunes talents, des entreprises ivoiriennes et surtout du hub. Donc je vais appeler pour modérer ce panel le président du cluster Digital Africa, Amadou Diawara. Donc Amadou Diawara, si tu veux bien venir, qu'on applaudisse s'il vous plaît. Merci. Alors, merci pour cette modération, Jérôme, et je pense qu'on va essayer d'aller assez rapidement. On va peut-être appeler Afia Daoud et puis Fabienne de nous rejoindre, mais aussi Jérôme et aussi Monsieur Stéphane, qui nous savons qu'on va devoir aller vite parce qu'il y a un engagement, donc il va falloir qu'on aille très très vite pour ce panel. Alors, le cadre va être très simple parce qu'on parle de projets innovants, on va parler des entreprises ivoiriennes, on va parler des startups. Et c'est d'où l'importance de ce panel, parce qu'on va parler aujourd'hui de l'IA, mais on va parler tout simplement de l'entrepreneuriat, mais aussi de quel cadre la Côte d'Ivoire propose à ses startups et à ses entreprises. En tout cas, Monsieur Stéphane, on va d'emblée vous demander de nous parler rapidement des enjeux, et des défis, mais surtout, qu'est-ce que vous proposez aux différents hubs et aux différentes startups ivoiriennes, aux différentes entreprises. Et peut-être nous allons aussi demander également à l'audience aussi d'avoir des questions bien précises pour pas qu'on les laisse partir aujourd'hui sans nous donner certaines clés. Mais d'emblée sur ce panel, Stéphane, je sais que vous avez un rendez-vous très important, vous devez nous quitter tout à l'heure, mais on ne peut pas vous avoir ici et ne pas vous torpiller avec des questions concrètes. Hein, parce qu'on a des startups qui sont là, qui ont besoin de réponses, qui ont besoin de voir clairement qu'est-ce que la Côte d'Ivoire propose. Mais cet excellent travail que vous êtes en train de faire au quotidien aussi, comment vous allez le mettre au profit de ces différentes hubs comme Fabienne, etc. aujourd'hui, ou Afia qui sont là aussi, qui sont les acteurs. Mais la chance qu'on a, c'est d'avoir un champion, comme je l'ai dit, Jérôme, moi je l'appelle comme ça, c'est un bulldozer, il rase tout sur son terrain. Et qu'est-ce que Human AI va apporter également, mais comment aussi ce challenge que vous allez vous appuyer sur des structures comme Human AI pour apporter des réponses concrètes aux différents hubs, etc. Mais en tout cas, d'emblée, je voudrais que vous nous parlez des actions concrètes, comment le gouvernement ivoirien veut soutenir, est en train de soutenir ces hubs et ces startups, et en tout cas, et ces entrepreneurs. Merci. Merci beaucoup pour la question et pour ma présence ici dans ce panel. Très content de pouvoir, à chaque opportunité que j'ai, présenter un peu les actions du gouvernement et aussi encourager les jeunes à s'investir dans ce qu'on essaie de mettre en place pour eux. Alors le but du gouvernement, ce n'est pas forcément de créer des solutions IA, mais c'est de créer l'environnement dans lequel vous, les acteurs principaux, allez pouvoir fleurir. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons établi l'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle qui va donner les conditions, mettre en place les infrastructures pour vous permettre de pouvoir vraiment réussir vos projets et avoir l'accompagnement nécessaire, que ce soit au niveau financier, réglementaire, même technique, au niveau des expertises et des collaborations qu'on peut avoir au niveau régional et international pour la bonne mise en œuvre de vos actions, de vos projets. Ce que le gouvernement met en place, c'est donner l'espoir aux jeunes, leur donner un cadre, leur donner des idées, des financements et puis surtout un accompagnement vraiment décisif et concret. Donc, dans notre stratégie, nous avons 5 grandes phases. Comme je l'ai mentionné il y a quelques jours de cela, elle n'est pas encore officiellement adoptée par le gouvernement. Quelques petits changements continuent de s'opérer sur cette stratégie, donc je ne vais pas entrer dans trop de détails. Cependant, il est important de savoir que dans ces 5 phases-là, la première sera une phase décisive qui va établir certains éléments qui pourront vous aider dès à présent. Et donc, on se projette sur les 6 prochains mois pour essayer d'avoir 3 éléments assez essentiels. D'abord, une core team qui va s'occuper de vraiment la mise en œuvre de cette stratégie. Ensuite, un premier cas d'usage pratique qui va s'adresser à un secteur d'activité. On a choisi l'agriculture. Donc, pendant ces 6 premiers mois-là, un groupe de jeunes qui vont être sélectionnés avec un accompagnement public, secteur public et secteur privé, pour mettre en œuvre une solution IA pour adresser un des problèmes dans le secteur agricole.
Donc ça, c'est la deuxième action concrète. Et pour ça, tous ceux qui sont intéressés ou qui ont de l'expertise dans ce domaine, on vous invite à nous faire signe et à vous joindre à cette action. Et enfin, c'est l'établissement d'un hub IA pour la Côte d'Ivoire qui va abriter plusieurs éléments en son sein, notamment un centre de recherche, laboratoire de recherche en IA avec tout le volet académique, les chercheurs, les professeurs, avec des collaborations avec des universités entre elles ici locales, mais aussi régionales et pourquoi pas internationales. En deuxième plan sera un centre pour le développement des startups en IA. Donc toutes les startups intéressées par ça peuvent s'approcher de nous afin de pouvoir faire partie de cette première vague d'incuber pour faire de l'incubation, l'accélération des startups en IA dans ce hub-là. Ensuite, il y aura un volet formation. Donc vraiment donner toutes les capacités à nos jeunes et même à notre force active des gens qui travaillent dans le secteur public ou privé, de pouvoir s'acquérir des notions d'IA et développer leurs connaissances en IA et pourquoi pas changer leur carrière professionnelle grâce à ça. Et c'est dans ce cadre-là que des partenariats, par exemple, avec des gens comme Jérôme Yogo avec son entreprise Human AI pourraient être des volets importants et intéressants qui peuvent nous aider. Et enfin, il y aura un volet industriel avec le secteur privé, tout ce qui est industrie 4.0. On vient de récemment faire la restitution officielle de la stratégie de l'industrie 4.0 et un volet IA très important là-dedans. Comment est-ce que l'IA peut aider les industriels, le secteur privé à pouvoir améliorer leur productivité, leur processus, etc. Donc voilà un peu les grandes lignes. Mais je vois que vous avez énormément de projets. Vous en parlez, il y a tellement d'initiatives qui sont là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand les startups et les incubateurs, en fait, qui sont en Côte d'Ivoire, le hub, mais est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous proposez et comment vous comptez aussi les impliquer dans ce processus de manière à ce qu'ils arrivent aussi à exceller? Parce que c'est ça aujourd'hui. Et quand on regarde le positionnement de la Côte d'Ivoire dans la zone, c'est aussi de voir à quel niveau on est aujourd'hui par rapport aux autres pays africains, mais comment les hubs ivoiriens peuvent aussi être des hubs qui vont booster l'écosystème ivoirien, mais aussi donner la possibilité à d'autres aussi de venir s'inspirer de ce qui se passe. Parce que c'est ça aussi, lorsqu'il y a une réussite aujourd'hui, dans un monde comme là où on est actuellement, il est nécessaire de vendre aussi l'image de son pays. C'est de dire que voilà, nous, en Côte d'Ivoire, voilà ce qu'on fait pour nos acteurs locaux, nos startups, nos incubateurs, nos hubs. Venez vous inspirer de cela et aussi aller le mettre ailleurs. Et là, c'est aussi une réussite nationale, au-delà que ce soit la réussite des entrepreneurs seulement, mais c'est aussi le pays qui est en avant. Et vous, aujourd'hui, avec cet excellent travail que vous faites, parce que les hubs et les startups n'ont pas peut-être l'occasion de pouvoir booster, travailler, signer de partenariats avec des Humania et par exemple avec Jérôme, etc. Mais vous pouvez signer des protocoles d'accord et trouver un accord, mettre un cadre beaucoup plus transversal pour que tout le monde puisse se retrouver dedans, mais aussi avec les partenaires techniques financiers et puis surtout, parce que vous êtes la porte d'entrée avec l'État, parce que quand même une direction très importante. On vous félicite d'ailleurs pour ça. Je pense que ça mérite un applaudissement parce qu'une direction comme ça, et nos pays, nous avons besoin de ça pour qu'on puisse lancer nos startups. Parce que moi, je parle de mon cas, il y a peut-être bientôt 15 ans, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, ça n'existait pas tous ces cadres. Donc, il fallait se débrouiller. Donc, aujourd'hui, vous êtes là, vous avez une direction qui est là, et vous avez la chance et aussi le courage d'aller chercher des partenaires comme Humani. C'est aussi de voir comment on peut accompagner des gens comme Fabienne qui ont des hubs qui sont là et qui se battent au quotidien, mais qui ont des startups qui veulent accompagner. Mais comment l'État et vous allez aussi les accompagner et comment vous allez trouver les moyens nécessaires avec vos partenaires comme Humani aujourd'hui qui forment à l'Apple, qui ont des solutions innovantes, qui apportent tellement sur le continent. Mais comment cela le rendre accessible à nos jeunes startups? Oui, c'est tout l'objectif de ce hub. Et aussi de la stratégie que nous essayons de mettre en place. Donc l'idée, c'est que non seulement ça soit une stratégie qui soit inclusive, un des 3 grands piliers, c'est l'inclusion. Le premier pilier étant les investissements qui seront nécessaires à mettre en place. Deuxième pilier, l'inclusion. Et cette inclusion-là couvre un peu la question que vous avez mentionnée. Le troisième volet, c'est tout ce qui est gouvernance, éthique autour de l'IA. Donc dans le volet inclusion, c'est une inclusion non seulement des genres, s'assurer que toutes les couches de la population soient incluses, que ce soit non seulement les startups, les incubateurs, que tout le monde soit impliqué dans le développement de l'IA en Côte d'Ivoire. Mais cette inclusion-là aussi va au-delà de ça, c'est une inclusion aussi régionale,
même dans les villes de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que ce soit que Abidjan qui soit développé ou qui soit au centre de ce phénomène, mais qu'il y ait des pods dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire afin de pouvoir impliquer toute l'étendue du territoire, même la diaspora. Et ça part aussi d'une inclusion régionale en termes de collaboration avec les autres pays, partage de connaissances et pourquoi pas collaborer pour faire des actions communes. Et ça, Smart Africa nous a beaucoup inspiré dans ce sens. Et il y a beaucoup de discussions et de partenariats qui vont être mis en place dans ce sens. Et ça part même au-delà de l'aspect régional, le côté africain, avec un Conseil national de l'IA panafricain qui est actuellement discuté. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens. Et je pense que cette question est vraiment à point parce qu'il est essentiel pour nous de pouvoir faire vivre tout l'écosystème et inclure tout le monde. Je crois que tout à l'heure, dans le panel précédent, Madame Nadine Zoro a mentionné l'idée de vraiment faire impliquer tous les acteurs de l'écosystème. Et c'est le but pour nous que ce soit quelque chose d'inclusif et que la collaboration se fasse à tous les niveaux. Parfait. En tout cas, merci pour ces informations. On en a beaucoup appris. Et c'est peut-être là où, Jérôme, on va te demander, parce que toi qui aujourd'hui... moi, j'ai eu la chance de visiter à Oujda l'excellent travail que tu as fait en installant la maison de l'IA. Et quand je regardais ça, j'ai dit, mais j'espère qu'il va penser à nous aussi. Et je vois que ces temps-ci, tu es beaucoup actif en Côte d'Ivoire et peut-être au Togo. Mais aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. Et Jérôme, toi qui aimes ce pays et qui aujourd'hui est engagé pour la jeunesse africaine avec Human AI, et c'est vrai que moi, je te connais, tu es un ami, tu es un frère avec le cluster Digital Africa et Human AI. On œuvre plus ou moins pour cet écosystème africain. Mais je sais que tu as tellement de choses à proposer. C'est peut-être aussi de voir comment tu voudrais proposer des actions concrètes pour accompagner le gouvernement ivoirien, par exemple, à mettre peut-être la maison de l'intelligence artificielle, peut-être à mettre un cadre beaucoup plus avancé encore en termes de technologie, parce que je sais qu'ailleurs, tu es en train de faire des choses extraordinaires, comme nous allons découvrir la semaine prochaine au Togo. Mais concrètement, comment tu vois Human AI en synergie avec la Direction nationale des startups et aider les hubs, les startups et les entrepreneurs ivoiriens, et en cette période de l'IA où on pense que tu as toutes les cartes en main, Jérôme, mais comment tu peux le mettre au service de cette jeunesse ivoirienne? C'est ça la question pour moi. Oui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun d'entre vous peut devenir un start-upper. Donc, c'est de trouver des solutions. Et on s'est rendu compte, nous, puisqu'on a une belle expérience là-dessus, on n'est pas du verbe naître entrepreneur. Donc, on le devient. Et on a mis des outils en place pour accompagner les jeunes start-upers. Le premier outil, c'est la formation. L'éducation, on lui fait une formation entrepreneuriat et innovation, qui comprennent ce que c'est une étude de marché, qui comprennent ce que c'est que la finance, qui comprennent le monde de l'entreprise pour avoir cette vision à 360. Ensuite, on lui propose, nous, en phase d'amorçage, c'est-à-dire vous avez un projet, mais aujourd'hui, il n'y a pas de valeur sur ce projet. Vous venez me voir chez Human AI, vous dites, voilà, j'ai un projet, comme Fabienne, par exemple, qui a un super projet. Alors, je prends au hasard, hein, si tu me permets. Et c'est de dire, on s'associe. Donc, nous, on rentre jusqu'à 50%, mais c'est un early stage, donc en phase d'amorçage, que 3 à 5 ans. On va te valoriser ton projet. On va te mettre quelqu'un, si tu n'es pas développeur, qui développe. On va te mettre un directeur marketing, un directeur financier. On va te mettre l'écosystème de talents. Et on va, en plus de la formation, mettre des garde-fous aussi. On va mettre aussi, c'est important, un mentor, un coach, mais qui va être là gratuitement dans l'entreprise. Un chef d'entreprise qui va prendre, dans les 50%, on va les partager. Hein. Il va prendre, disons, 10%. Et ça va lui permettre, lui, de vous accompagner. Mais il a le réseau. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, et après je vous parlerai des garde-fous, on s'est rendu compte que la plus grande difficulté des entreprises, c'est de subsister. Vous avez un savoir-faire, mais le faire savoir est hyper important. C'est pour ça que, comme l'évoquait Stéphane, il faut le maximum de partenariats. Il n'y a pas que Humania, il y en a plein. Et il les faut tous. Nous, bien sûr, on a mis des solutions en place et tu as vu comme ça fonctionne bien. On a 83 entreprises à la maison de l'IA à Oujda et il n'y en a pas une qui est tombée. Au contraire, elles explosent dans tous les sens du terme. Parce qu'elles sont accompagnées, il faut le réseau pour vous faire accompagner aussi. Et un garde-fou. Pourquoi un garde-fou? J'ai trop vu des jeunes, dès qu'ils levaient de l'argent, j'en ai vu un dernièrement, il a pris un garde du corps, il a pris un Range Rover, il a pris une maison de fou. On ne te donne pas l'argent pour toi. Tu n'as pas réussi encore. On te donne l'argent pour développer ton entreprise. Et donc, on fait l'histoire des doubles signatures.
Pourquoi? Pour éviter ce genre de choses-là. Parce que si on veut lever des fonds, et on a vu que celui qui a fait Flutterwave, c'est la traçabilité des paiements, 3,5 milliards de valorisation boursière, qui a aidé Flutterwave, qui était le plus grand en Afrique, quitte l'Afrique à cause de ces personnes-là. Il n'y a plus de confiance. Donc il faut remettre la confiance. La finance, c'est que la confiance. Et la confiance, ça se construit. Ça se construit et ça s'écrit. Sur cette partie, ce qui est important aussi, il faut qu'on le souligne aussi, lui, c'est un cas exceptionnel. Mais souvent, nos startups aussi, on les lève des financements de 3 millions, 2 millions, 4 millions, 5 millions. Pour moi, ça ne sert à rien, ces petits financements aussi. Parce que lorsqu'on va donner à un jeune 3-4 millions, dès qu'il achète un ordinateur, il achète un bureau, il s'installe, les 5 millions sont finis. Après, on va dire qu'on a financé. Parce que souvent, ça aussi, c'est un problème qui est là. C'est vrai que l'autre, il a peut-être frimé, mais il faut reconnaître que les financements, parfois chez nous, on n'a pas de banque d'investissement, on n'a pas de structure qui accompagne en tant que telle. C'est peut-être là où maintenant... C'est tout le sujet du hub, hein. C'est de rassembler tout cela, de trouver... nous, on a la chance que les financeurs nous font confiance. Donc on a des business angels qui sont là, etc. Mais c'est tout le sujet et tout le grand travail que Stéphane mène et qui mène très bien. Parce que le faire savoir, déjà comme tu le disais, quand nous étions jeunes, on n'avait pas ce genre de choses-là. On s'est débrouillé et l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est nos échecs. Et l'échec, c'est pas grave, hein. L'échec vous construit. Par contre, c'est un enfant, il tombe, il se relève. C'est de quelle façon vous allez vous relever. Et est-ce que vous avez appris de cet échec-là qui est important. Et donc, du coup, c'est rassembler tous les écosystèmes. Mais il faut cette confiance, c'est impératif. Et donc après, tu verras que ça va revenir. Après, quand tu parles de 3 à 5 millions, moi, je vais vous dire franchement, quand vous avez un projet, quelquefois, il n'y a pas... Dans le système qu'on a mis, nous, où on te met des développeurs, comme ils ont 5%, ils croient au projet. Il n'y a pas besoin d'argent. Après, acheter un bureau et tout, franchement, moi j'ai commencé chez moi. Hein, et le bureau où je suis le plus souvent, c'est à la maison. Donc on peut tout faire. C'est pas trouver des excuses. J'ai vu des gens, oui, on va faire ça, marketing, on va faire ci, on va faire ça. Fais ton projet, axe-toi sur les priorités. Et gérer le sens des priorités aussi, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat. Parce que les jeunes se dispersent, mais c'est pour ça qu'on a créé cette formation avec l'OFPPT. Et tu les as rencontrés à Oujda, que maintenant on est en train de mettre dans tout le Maroc. Il est impératif de former, d'éduquer, d'expliquer ce que c'est que le rôle d'entrepreneur et de ne pas se perdre dans ses objectifs. J'ai l'objectif d'aller, je suis à Abidjan, je veux aller à San Pedro, je vois un copain sur la route, puis je fais des déviés, puis je me retrouve à Djibouti. Concrètement, comment les jeunes start-upers, ou en tout cas les entreprises ivoiriennes aujourd'hui, que ce soit du secteur public ou privé, hein, comment ils peuvent bénéficier en fait de tout ce travail que vous êtes en train de faire et de toutes ces formations que vous avez? C'est ça aussi. Parce que les gens n'ont peut-être pas cette information où on peut bénéficier de Human AI. Alors, on a des difficultés aussi, c'est-à-dire que nous, on le fait par pays aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas se disperser, il faut des points de présence. Même si on travaille dans 37 pays d'Afrique, on n'est pas présent sur tous les pays. Et là, la Côte d'Ivoire, nous, on y croit. On croit aux Ivoiriens parce que vous avez énormément de talent, etc. C'est pas qu'on ne croit pas aux autres, mais il y en a qui n'ont pas encore fait la stratégie. Pourquoi on y croit? Parce qu'il y a des indicateurs qui sont hyper positifs. Donc on vient. Après, on ne peut pas prendre tout le monde non plus. Nous, ce qu'on fait, c'est tous les objectifs de développement durable. Tu as vu qu'on a acheté des imprimantes 3D pour fabriquer nos propres drones à Oujda, parce que maintenant on a créé des bâtiments, c'est un pôle technologique, ce qu'on a fait en 3 ans. En France, ça n'a pas été fait, mais et on a créé une école-université aussi d'ingénieurs, ANIA. Mais derrière, c'est de se dire, voilà, on est sur place, on va catalyser, on va voir les projets qui sont en cours. Il faut qu'ils soient dans nos valeurs, Human AI. S'ils répondent à nos valeurs, on va le faire. S'ils répondent aux priorités premières du pays, Stéphane parlait d'agriculture, d'éducation, de santé, etc., ben là, on va y aller. Il ne faut pas trop se disperser non plus, mais j'irai pas. On nous a contactés pour la guerre en Ukraine, pour des drones. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, c'était des contrats faramineux, mais je ne veux pas que mon drone il tue un enfant. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut savoir aussi ce que l'on veut. Mais en Côte d'Ivoire, on va faire le maximum pour vous accompagner et pour faire ensemble. Et ça, c'est indispensable parce qu'on croit en vous. Et la plus grande des valeurs, c'est vous-même. Donc il faut aussi que voilà, vous vous prépariez à travailler dur. Parce que l'entrepreneuriat est un dur chemin. Concrètement, qu'est-ce qu'aujourd'hui, si moi je suis Fabienne ou je suis un jeune dans cette salle, qu'est-ce que Human AI et puis la direction des startups, peut-être qu'avec Stéphane, vous nous proposez en tant que jeune start-upper, voilà, qu'est-ce que vous nous proposez? Je vais laisser parler Stéphane. Nous, on est à la disposition
de Stéphane. C'est-à-dire que dans le hub, on va accompagner aussi. Mais après, est-ce qu'ils veulent donner 50%, je vais juste finir là-dessus, de leur société au départ, mais vous allez les racheter avec l'argent qu'on vous a fait gagner, vos parts. Et c'est marqué dans les contrats. Donc on ne va pas garder les 50% à vie. Il faut savoir donner, partager, il faut savoir se rassembler. Chacun a une place bien déterminée. Moi, je joue au rugby, je jouais 3e ligne, je n'allais pas faire le 9 d'Antoine Dupont, qui est le meilleur joueur du monde. Sinon, j'allais être ridicule et l'équipe n'allait pas avancer. Par contre, quand chacun fait son rôle à fond, on gagne. Merci, Jérôme. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux rebondir aussi sur cette question. Oui, comme je le disais, on est très ouvert au partenariat. On veut inclure toutes les forces vives qui peuvent nous aider à faire progresser l'IA en Côte d'Ivoire. Les modèles qui plaisent à nos startups, les modèles qui peuvent être intéressants, on va les ouvrir à tout le monde et puis inviter à tout le monde de pouvoir regarder les propositions qui sont faites et puis voir ce qui les intéresse le plus. Mais au niveau de notre ambition, c'est qu'on ait le maximum de partenariats, maximum de personnes, de PTF, partenaires techniques et financiers, qui soient impliqués à nos côtés, nous accompagner pour le succès de ce hub et pour le développement de notre écosystème. Donc ça veut dire que si je comprends, avec ces partenaires, il y a des mécanismes de financement qui existent pour les startups ivoiriens, c'est ça? C'est ce que nous sommes en train de mettre en place et j'espère qu'avec la stratégie, nous pourrons le faire. D'accord, donc je pense que c'est là où Fabienne, peut-être qu'on va aussi demander qu'est-ce que vous attendez concrètement en fait, du gouvernement. En fait, vous qui travaillez avec pas mal de structures et que vous avez des projets, vous êtes une structure qui est assez innovante parce que c'est d'où l'importance aujourd'hui d'avoir Stéphane et Jérôme avec nous. C'est aussi de poser vos questions, de leur dire vos attentes, parce qu'on suppose que lorsqu'on vous donne la parole, c'est aussi on donne la parole à beaucoup de jeunes et puis à beaucoup de startups, donc vous représentez tout le monde un peu. Bon, la chance qu'on a aussi, c'est d'avoir Afia avec nous, mais concrètement, quelles sont vos attentes? Parce qu'il y a beaucoup de défis, énormément de défis à relever, énormément de difficultés, le manque de financement. Bon, Stéphane nous dit qu'ils sont en train d'y travailler dessus, c'est très bien. Jérôme est là, il a des solutions, il a des pistes, et aussi comment vous souhaiterez être accompagné et quels sont les accompagnements nécessaires dont vous aurez besoin et vous pouvez en avoir besoin. Merci. Mes attentes, waouh, c'est vraiment la grande question. Je pense que la première chose, c'est la confiance. Parce que sans la confiance, on ne peut pas faire de business et on ne peut rien faire. Donc, une grande confiance, la transparence et maintenant, ce qui en tout cas je suis convaincue en tout cas par la sincérité de Jérôme et donc ça aspire aussi, on est sur le chemin de la confiance quand une personne est très honnête parce que quand on vous dit vous donnez c'est 50-50, au moins c'est clair, c'est vous venez ou vous venez pas en sachant que pour ma part on n'a rien sans rien. On donne de la vie et ensuite on reçoit. On arrose une plante, elle pousse. Donc voilà, je pense que ma seule attente, c'est la confiance et aussi, deuxième attente, avoir un accompagnement clair sur qui sont les acteurs ici clés quand moi, je suis un enfant d'ici, mais j'ai quitté le pays depuis très longtemps, mais je suis ivoirienne, j'ai toujours gardé ma nationalité parce que je suis très fière de mon pays et de qui je suis. C'est d'avoir en fait un accompagnement clair sur qui sont les acteurs pour pouvoir travailler ensemble. Parce que quand on a besoin, là on est dans la tech, donc on a besoin de données. Et qui dit données, les données on ne les invente pas non plus, on travaille avec l'humain. Donc c'est de pouvoir regrouper chaque secteur pour pouvoir offrir une solution concrète aux Ivoiriens. Voici mes attentes. Peut-être rapidement, c'est aussi de nous parler de ce que vous faites concrètement pour qu'on puisse savoir aussi, parce que là c'est important. Si ce n'est pas trop demandé, si il n'y a pas de confidentialité dedans. Parce que lorsqu'on a Jérôme et Stéphane, c'est aussi de faire savoir qu'est-ce que vous faites et comment eux, ils peuvent aussi donner des réponses qui peuvent vous accompagner, vous aider. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais après, on peut revenir sur ça. Peut-être que le temps que je pose quelques questions à Afia, c'est de dire que
Vous, aujourd'hui, vous êtes très dynamique, on le suit, je le vois sur LinkedIn, etc. Mais vous pensez qu'il y a des synergies possibles aujourd'hui, de mécanismes que vous pouvez conseiller, parce que souvent aussi, c'est de les conseiller. Peut-être Stéphane et Jérôme, eux aussi, ils travaillent sur des projets, mais ils n'ont pas certaines informations parce qu'ils ne connaissent pas les attentes de tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a des synergies possibles entre les grandes entreprises, les startups et les structures comme Stéphane il dirige aujourd'hui la maison des startups, mais la maison de l'intelligence artificielle, le Human AI, mais aussi tous les start-upers ivoiriens qui sont là aujourd'hui, mais on va dire tous ceux qui sont dans l'innovation aujourd'hui, parce que la question n'est pas que l'IA, mais la question elle est les entreprises et les startups ivoiriennes, parce que je peux être une startup qui est dans la vente de la farine, mais je peux avoir besoin d'une startup qui a une solution IA pour pouvoir commercialiser ou travailler dans le moulin. Donc voilà, c'est ça la question un petit peu. Alors déjà, Stéphane, il fait un travail extraordinaire. Je le sais parce que je le connais, et je suis souvent au ministère. Jérôme, je n'en parle même pas. Jérôme, je fais même partie de son groupe Human AI, où je le vois, je vois qu'il y a des cours qui sont donnés pour la vulgarisation de l'IA. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'écosystème a changé en 10 ans. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui vous donne pratiquement tout clé en main. Le hub de l'IA, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va aider énormément de gens. Rien que récemment, moi, j'ai participé à une masterclass sur la data au ministère. Ça ne se faisait pas. La stratégie nationale, ce n'était pas ouvert qu'à une élite. Le ministre l'a ouvert à la population pour que tout le monde soit impliqué, que ce n'est pas juste une élite scientifique qui va participer. En fait, tu es une ambassadrice de Humanité, mais je vois aussi de ministère aussi. Donc à ça, fond. c'est top. À fond. Non, mais parce que même au niveau des startups, je pense qu'il y a des startups qui ont été sélectionnées en Côte d'Ivoire et qui vont, je crois, aux États-Unis. Il y a même eu des startups qui sont allées à Vivatech, donc il y a eu un accompagnement. Donc il y a des choses qui sont faites. Encore une fois, ça va être toute cette synergie entre tous ces acteurs-là pour avoir des résultats. C'est pareil quand on parle d'IA et de langue locale. Pour qu'une startup le fasse, pour vous donner aujourd'hui une IA qui parle le Djoula ou le Baoulé, il faut des financements, c'est colossal. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est faisable grâce à ce hub qui est en train d'être créé. En tout cas, merci pour ces précisions, parce que je vois que tu maîtrises le sujet et tu as l'information. Mais est-ce que cette information, tout le monde a la même information que tu as? Parce que ce que tu me dis aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est voir que dans nos ministères, qu'on arrive à faire des masterclass sur la big data, tout ça, c'est assez révolutionnaire, parce que souvent, c'était ça. C'est ce qu'on reprochait souvent aux fonctionnaires, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais là, aujourd'hui, de voir qu'il y a cette inclusion qui est là aujourd'hui, qui s'est ouverte, c'est formidable. Maintenant, c'est ça aussi la question. Stéphane, c'est ce travail que vous faites est excellent, qui est reconnu aujourd'hui. Et c'est de voir comment aujourd'hui aller sur du concret. Parce que là, avec ce que j'entends aujourd'hui, moi, je suis satisfait, parce qu'on n'aurait pas imaginé ça. On pensait que ça, c'était des trucs de jeunes. C'est comme ça qu'on disait avant. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est les jeunes qui font le pays. Quand on regarde la salle, on est tellement, il y a tellement de dynamiques de jeunes qui sont là, qui veulent apprendre, qui veulent apporter des solutions à leur pays. Concrètement, peut-être qu'on vous laissera partir. Je ne sais pas si c'est encore le time pour vous. Bon, après, on me dit, avant de partir, il nous faut une photo, parce qu'apparemment, vous êtes la star. Et nous, on aimerait bien être pris à côté de vous. Si vous avez un dernier mot pour la salle et puis aussi pour motiver nos start-upers, ça nous ferait plaisir. À ce moment-là, on vous donnera la moitié de la route, comme on l'a dit chez nous. Très bien, merci beaucoup. Et je m'excuse encore de devoir vous faire faux bond et m'éclipser pour quelques minutes. Mais je reviendrai pour la fin. Cependant, ce qui a été dit est vraiment flatteur et je remercie tous ceux qui ont eu des mots aussi attentionnés à mon égard, mais ce n'est pas moi. Je pense que c'est Monsieur le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation qui a créé cette direction avec l'objectif de mettre des jeunes, des gens compétents, des gens dédiés à faire bouger les choses au niveau de l'écosystème. Et donc, dans notre état d'esprit, c'est de travailler en tant que start-up. Donc, on se décale un peu de ce qu'on peut penser de l'administration en général et vraiment travailler dans le sens de mettre en place le plus rapidement possible des actions, des initiatives qui puissent aider nos jeunes, nos start-up et notre économie de manière générale. Parce que l'IA, les start-up, c'est le futur. Donc, il est important qu'on n'en parle pas seulement, mais qu'aussi on mette la main à la poche et qu'on se mette dans des actions concrètes, des initiatives qui puissent être porteuses et donner de l'espoir à ces jeunes-là parce qu'il y a du talent.
il y a de la volonté, il faut juste les encadrer et puis leur donner de l'espoir. Merci, je pense qu'on peut l'applaudir et le remercier parce qu'on a l'habitude de voir le secteur privé beaucoup plus dynamique, bouger, faire bouger les choses, mais là c'est le public qui fait bouger les choses, donc ça c'est quelque chose à saluer, bravo et merci à monsieur le ministre aussi, mais c'est parce que vous êtes là, vous êtes un homme de talent et vous croyez à ce que vous faites, vous aimez ce travail qu'on vous a mis à ce poste, c'est là où aujourd'hui le mérite vous revient aussi. Merci. En tout cas, Humania va être à vos côtés pour vous accompagner dans cela. Mais aussi, je pense que nous tous, on sera à vos côtés parce que si vous réussissez, c'est toute la jeunesse qui aurait réussi. Et là, en ce moment, c'est l'Afrique qui aurait gagné. En tout cas, merci. Et je crois que monsieur le photographe, non, je ne veux pas le laisser partir. On fera la photo avec lui, ça c'est sûr. Merci à tout le monde. Et nous allons continuer tout à l'heure après juste une petite... voilà, pour faire immortaliser avec Stéphane. Voilà. Jérôme, je pense que tu vas souffrir un petit peu parce qu'on va essayer de rajouter le temps de parole de Stéphane, mais on sait que tu as de quoi nous informer. Faire parler les femmes aussi. Voilà, mais c'est aussi là où je voudrais que Fabienne, tu nous parles un petit peu de ce que tu fais et de quelles sont tes attentes, parce que tu ne les as pas dit clairement, mais c'est peut-être aussi là où Haïfa aussi peut nous accompagner là-dessus, je sais pas, donc c'est de donner aussi vos attentes par rapport à Humania et par rapport au ministère, même si Stéphane n'est pas là, il doit avoir ses collaborateurs dans la salle, ils vont prendre note. Mais la question importante aujourd'hui, c'est de voir Humania, aujourd'hui, ce travail excellent que vous êtes en train de faire, Jérôme, et quels sont les secteurs où vous conseillez les startups africaines, en tout cas ivoiriennes, à s'y intéresser le plus davantage. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Nous savons avec ces nouveaux métiers qui arrivent, avec toutes ces formations que vous donnez, on veut savoir quelles sont les formations. Parce que moi, hier et avant-hier, des jeunes m'ont posé des questions. Oui, mais qu'est-ce que vous me conseillez comme formation? J'ai envie de changer, etc. Et nous savons qu'avec ces changements qui arrivent au niveau de l'IA, beaucoup veulent changer de métier, ils veulent s'adapter. Et voilà, qu'est-ce que vous nous proposez, Jérôme, sur ça? Alors, dans le cadre des startups, parce que tu as plusieurs questions, c'est les secteurs prioritaires de votre pays. Aujourd'hui, le hub, l'accent a été mis sur l'agriculture, la santé, l'éducation, qui sont 3 piliers fondamentaux, qui sont régaliens. Et donc, ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que l'agriculture, on doit être en autonomie alimentaire. Et on fait du manioc dans notre pays, parce que je me sens ivoirien quand je suis en Côte d'Ivoire. Comme je me sens togolais quand je suis au Togolais. Et on fait importer, on mange beaucoup de tomates et d'oignons, on les fait importer. Donc il y a une problématique, c'est comment on répond à cette problématique-là pour répondre aux objectifs de développement durable. Après les formations, l'entrepreneuriat et l'innovation, c'est hyper important. La sensibilisation à l'IA aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des entrepreneurs, lorsqu'ils comprennent ce qu'est l'IA, ils trouvent les solutions. Puisque l'IA, c'est hyper simple. Donc, quand on sensibilise, qu'on démystifie, qu'on acculture et qu'on donne plein de use cases qu'ils ont compris ce que c'était que l'IA, il y a l'adoption derrière. L'adoption de cette technologie, derrière, on a plein de solutions qui viennent en tête. Ensuite, on a des formations sur les outils d'IA. Donc, on a plein de formations sur les outils d'IA. C'est de générer des vidéos, de plein de choses. Donc, je ne pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a plus de 200. Ensuite, dans le cadre des ambassadeurs de Humania, c'est toujours des formations light. Pourquoi? Parce que ça peut susciter des vocations, notamment sur les métiers, et c'est ce que j'expliquais tout le long de la semaine. Ensuite, on a la chance d'avoir créé avec le professeur Père Jacques dos Santos Zaralde, qui est dans la salle, le comité international scientifique de l'IA, avec des prestigieux noms reconnus mondialement dans les grandes universités, pour faire des formations en label, où on apporte ça. On fait aussi des Master 1, des Master 2, spécialisés. Cybersécurité, il y a IoT, il y a blockchain, il y a jeux vidéo, etc., qui sont aussi des métiers d'avenir. Et ça, c'est hyper important. Et l'idée qu'on veut donner aussi à la Côte d'Ivoire, moi je me souviens que
quand on a commencé à travailler en Côte d'Ivoire, tu sais qu'on a le général Perrault de la gendarmerie qui est à notre comité d'experts. Et on me dit, fais attention, Jérôme, les brouteurs, l'image de la Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, moi c'est pas cette image que je vois là. Je vois des jeunes qui sont perdus, qui veulent gagner de l'argent facilement, qui ont beaucoup de talent. Et comment on peut les faire revenir vers nous? C'est en leur disant, tu peux créer des solutions avec tes talents, tu peux gagner beaucoup plus d'argent et être la fierté de ton pays. Et ne pas aller en prison. Et donc ça, c'est tout un travail, et c'est là où je félicite le ministère, d'avoir lancé cette stratégie, de vouloir mettre ce hub, etc. en place. Et surtout, moi j'ai trop vu de ministères, et on en parle, tu le sais, qui n'ont pas ouvert à l'économie. C'est-à-dire qu'on fait une stratégie et on n'inclut pas le monde économique, les entrepreneurs, etc. Mais on va pouvoir avoir les meilleures formations du monde. Si on n'a pas du business, si on n'acculture pas le chef d'entreprise à savoir ce que va lui apporter l'IA dans son business, il ne va pas investir dans cette technologie-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je connais un pays, ils ont formé 3000 jeunes. Dès 1999, ils ont quitté le pays. Vous allez quitter le pays parce que vous allez chercher du travail là où il y en a. Donc, il faut rassembler tous les écosystèmes, et notamment les chefs d'entreprise, pour faire que. Mais il faut aussi les sensibiliser. Et en fait, quand je parle de sensibilisation d'IA, moi, je suis très heureux que les Abidjanaises InTech soient avec nous, parce que c'est des femmes. Il faut les mettre en avant. Et elles ont participé au forum, etc. Elles ont un savoir-faire, un savoir-être. Et elles sont aussi des porte-parole auprès de leur communauté. Et il faut qu'on se rassemble tous pour sensibiliser sur l'intelligence artificielle. Parce qu'on en a trop peur, c'est trop méconnu. Les gens qui disent « oui, je connais », ben non, tu ne connais pas vraiment. Il faut expliquer aussi ce que c'est que la géopolitique. On a vu le projet Stargate de Trump, 500 milliards de dollars. Moi, je le dis depuis des années que c'est l'enjeu caché numéro 1 des États-Unis et de la Chine. Ça vient de me le prouver. Il y a plein de choses que j'avais dites, que ça m'a donné raison. Je confirme. Et c'est pas pour avoir raison, c'est parce qu'on le voit, nous, en tant qu'entrepreneur, etc. Et aujourd'hui, il ne se cache plus, Trump. Parce que lui, c'est un vrai chef d'entreprise. Et il est là, il dit les choses, qu'on soit d'accord ou pas, le peuple américain il est content qu'il soit là. Donc ils l'ont voté et on va le subir. Donc, enfin, le subir ou l'accompagner. Mais derrière, c'est de se trouver sa place aussi dans ce monde-là et de se dire, est-ce que la Côte d'Ivoire peut prendre part à cette richesse des 15 000 milliards de dollars supplémentaires sur le PIB mondial? C'est 1,2% du PIB mondial supplémentaire. L'Afrique, quand vous voyez que Google est valorisé à plus de 3 000 milliards de dollars, le PIB de votre pays... Jérôme, tu penses que les startups ivoiriennes sont suffisamment formées, accompagnées pour pouvoir prendre part à cela? C'est une question qu'il faut se poser. La question, c'est de comprendre déjà l'écosystème pour y rentrer. Et après, les formations, on va les adapter en fonction de chaque agriculture ou autre. Est-ce qu'il y a un panéliste qui parlait hier, Jacques Nyongui, de Joule International, qui disait « Nous, on devient des agrotech ». Parce que comme hier, quand l'ordinateur est arrivé, on s'est optimisé avec l'ordinateur. Il a fallu se former sur les outils d'ordinateur, on est bien d'accord. Aujourd'hui, c'est les outils d'IA super puissants. On va se former sur les outils d'IA dans chaque domaine d'activité. En revanche, vous avez vu comme ça sort toutes les semaines. Il y a des nouveaux outils qui sortent. Et on voit les IA génératives, elles sortent de nouvelles solutions, etc. Et ça, il faut des formations. Et je vois trop de formations que sur les IA génératives. Il faut la sensibilisation de l'IA, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Tu passes ton permis sans le code. C'est ce que je dis. Et une fois que tu as maîtrisé cette technologie, nous, on accompagne. Et les formations, quand on est associé, on les donne gratuites. Parce que ce n'est pas de faire facturer aux sociétés. Ce qu'on veut, ce n'est pas s'enrichir. C'est faire en sorte que les startups fonctionnent. Donc, on m'a demandé, on a fait une réunion avec, il y avait Fabienne et 2 autres startups avec qui je m'associe. Il faut que corresponde à nos valeurs, j'insiste bien. C'est hyper important. Et si vous êtes là pour l'argent, moi, je ne viens pas avec vous. Il faut que le projet ait un impact. Il faut qu'il soit vertueux. Et ça, c'est indispensable. Si je comprends bien, c'est-à-dire que quelle qu'en soit la start-up aujourd'hui, lorsqu'il a un projet innovant, il a un projet qui peut porter, toi, ça t'intéresse au niveau des Human AI de t'intéresser à cela. C'est ça la question. Mais bien sûr, pas que moi. On a dépassé les 40 000 ambassadeurs hier.
D'accord. Donc on est passé à 40 000 ambassadeurs, je suis très content. Dans nos ambassadeurs, on a plein de talents, comme toi au cluster digital, parce qu'on est tous les deux, enfin il n'y a pas de concurrence, on est ensemble. Absolument. Et d'ailleurs, ils sont chez nous deux, mais il faut des identités différentes Tout à fait. et être ensemble, c'est ça qui est important. Et on a plein d'ambassadeurs qui ont des talents. On a des gens qui sont des directeurs généraux de services, on a des grands chefs d'entreprise et de renom comme toi. Hein. Et ces gens-là, ils veulent accompagner. J'ai vu plein de chefs d'entreprise ivoiriens. J'ai été là 10 jours par mois, je les ai tous rencontrés, enfin, les associations, etc. Et c'est de se dire, voilà, comment on peut faire tous ensemble. Donc, Quelles sont tes compétences et on va les mettre à profit. Peut-être il y a une chose que tu refuses d'en parler, même si je sais que c'est ça au fond. C'est que Humania aujourd'hui, en fait, c'est une entité de confiance. En fait, c'est-à-dire, c'est ce que moi je comprends. C'est-à-dire que nous allons être là, nous allons peut-être pas vous garantir, mais nous allons vous donner les outils et la formation nécessaire pour pouvoir lever des fonds, pour pouvoir aussi lancer votre entreprise. Et faire savoir, c'est faire savoir, vous accompagner, vous donner les compétences. Nous, on rassemble les écosystèmes dans les pays, parce que Humania, c'est pas forcément un ambassadeur de Humania qui va prendre 10%. Il y a des gens, tu vois, on parlait, Asalfo, il est venu hier, on s'est associés ensemble sur ce projet-là, parce que ensemble, on est plus fort. Et Asalfo, il me dit, je suis ambassadeur. Non, non, tu es Magic System parce que tu es au-dessus de la mêlée. Donc, derrière, chaque identité est différente. Par contre, Humania s'est rassemblé. Et nous, on ne va pas demander aux gens, vous devenez ambassadeur, c'est ridicule. Ce qu'on veut, c'est la réussite. C'est trouver une start-up qui va sauver comment capter le CO2, qui va trouver comment mieux être en harmonie dans ce monde, comment sauver des cancers, etc. Ça, c'est mon rêve. C'est l'impact qu'on va avoir sur cette terre. Parce que si on est là que de passage, où on ne marque pas son empreinte, chacun voit sa vie, moi, c'est ma vocation de vie. Et donc, on accompagne avec toutes les compétences pour faire en sorte de tout le faire savoir, parce qu'on forme les patrons de presse, etc. On a fait des deals avec eux. On vous forme. En échange, vous parlez des startups dans lesquelles on va aller. Vous allez parler des jeunes Ivoiriens. Parce qu'il faut montrer l'exemplarité aussi des talents. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, Jérôme, et merci pour ces informations. Mais je pense que Fabien aussi, c'est de nous dire concrètement, parce que hier Jacques nous a parlé des problèmes d'infrastructure. On a beau voulu innover, on a beau voulu apporter des solutions. Parfois, il y a certains défis qui sont là, on est confronté à la réalité. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tous les mécanismes sont réunis en Côte d'Ivoire pour une start-up de se lancer et de s'en sortir? Parce qu'ailleurs, les startups sont accompagnés, ils lèvent des millions d'euros, des millions de dollars facilement. Ils viennent souvent, ils ont juste un petit site de e-commerce. Et je pense que ça, en Côte d'Ivoire, on a dépassé ça. Tout le monde a des sites de e-commerce, etc. Donc, mais ils arrivent à lever des fonds parce que les mécanismes sont là. Mais en réalité, c'est que ces projets sont bien conçus. Peut-être que c'est les petits projets qu'on peut voir, il n'y a aucune technologie derrière, mais c'est des projets qui peuvent répondre à une problématique donnée en fonction des besoins qui peuvent exister. Parce que l'autre aspect aussi, c'est l'innovation. Quel type d'innovation nous voudrons faire? La question n'est pas de dire que j'ai un projet, il y a l'IA, mais si ça ne répond à aucun besoin de la société, et le projet, il ne marchera pas. Je ne pense pas que Humania va perdre son temps. Ce serait un projet qui n'a aucune valeur ajoutée en termes de rentabilité, mais aussi sociétale. C'est ça aussi la question. Donc, est-ce que vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela? Mais aussi de nous parler un petit peu de vos actions et de comment vous souhaiterez que les startups soient accompagnées en Côte d'Ivoire. Je pose beaucoup de questions à la fois. Elle était très longue. Je pose beaucoup de questions, mais ma question simplement, comment vous souhaiteriez-vous que les startups ivoiriennes soient accompagnées? Chaque start-up est très différente parce qu'elle va répondre à une problématique pour pouvoir trouver la solution. Donc, elle va répondre à un besoin spécifique. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais je peux répondre à moi, mon besoin. Je suis intéressée par le domaine du tourisme. J'ai entendu que la stratégie du gouvernement, c'est l'agriculture, la santé et la finance. On n'a pas parlé de tourisme. Le tourisme aussi, mais il y a 3 priorités, et les autres aussi. Ok. Donc, ça sera de pouvoir, moi, dans ce cas-là, sur mes attentes. Mais vous savez, dans votre secteur aussi, peut-être Jérôme peut revenir sur ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un des pays qui est beaucoup plus visité. Le tourisme, c'est quelque chose, c'est très important dans l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, ça reste un hub
aujourd'hui en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous, dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, on veut tous venir à Abidjan. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Et peut-être l'innovation, c'est d'apporter des solutions innovantes. Il y a toujours eu des agences de tourisme en Côte d'Ivoire. Il y a toujours de grosses structures. L'État, il y a toujours un ministère qui est dédié à cela. Mais de start-up aujourd'hui, comment toi tu peux bénéficier de l'IA, des plateformes intelligentes qui peuvent te permettre d'accompagner, d'aller beaucoup plus vite et aussi de gagner en productivité tout simplement. Donc ça aussi, ce sont les solutions qui sont là. Je pense que HumanAI, c'est peut-être pour ça que Jérôme s'intéresse à ton projet, parce que tu ne le vois pas. Hier, dans la salle, ce n'est pas sur le monsieur, je ne le vois pas dans la salle, mais il y a un monsieur qui était là, il me dit, vous parlez de tous les secteurs, voilà, mais vous ne parlez pas de la culture, de l'art, tout ça. Et cette question, lorsqu'il m'a posé, j'avais un peu, je baissais ma tête, parce que c'est un secteur aujourd'hui, même le musée de Louvre en souffre aujourd'hui. Hein, tout le monde en souffre aujourd'hui, parce que n'importe qui vient, il m'a posé une question simple. Il dit, dans mon domaine, et peut-être qu'on lui laissera peut-être la question, si vous voulez, à la fin, vous allez pouvoir peut-être intervenir, poser la question à HumanAI, parce qu'il est là, mais pas seul. Il a des experts qui sont aussi avec lui ici. Cette question, elle est tellement importante, Jérôme, et je voudrais peut-être qu'il te la pose à toi, parce qu'il te demande des droits d'auteur. Aujourd'hui, le mec, il vient avec ChatGPT, il va faire un texte, après il va venir faire sa comédie. On va dire qu'on va lui attribuer les droits d'auteur. Pourtant, ce n'est pas lui qui a écrit. Et quand il m'a dit ça, je dis, oups, moi, je ne suis pas trop qualifié pour répondre à ça. Ça devient un problème juridique. Je ne sais pas si tu veux me dire quelque chose là-dessus. On en parlera après, mais il y a le projet d'Assalfo de protection des droits d'auteur sur la blockchain avec l'IA. Donc, c'est un gros sujet. Et ils veulent le présenter prochainement. Et là, il y aura vraiment de la protection. Donc, par contre, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est Alpha, qui est ivoirienne, tu vois, que tu es ici dans l'écosystème. Tu as vanté les mérites, mais tu n'avais pas ces outils-là au départ. C'est vrai. Donc, toi qui es avec les Abidjanais en Tech, et vous avez été nombreuses, et je vous remercie d'avoir participé à cela, comment tu vois l'arrivée de tout cela, pas que de HumanAI, parce qu'on n'est pas seul. Merci de nous mettre en valeur, mais on n'est pas seul non plus. Il faut mettre aussi les autres en valeur. Moi, je suis le premier à mettre tout le monde en valeur. Je n'ai pas d'ego là-dessus. Il faut qu'il soit au service du collectif. Comment tu vois l'arrivée de cet écosystème qui vient d'un coup? Je rappelle que Jérôme, il vient de commencer la modération. Il a fait une transition. Il a pris ta place, là. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé... Il faudra juste... Déjà, moi, je suis IA artiste. Donc là, je vais me faire attaquer de partout, je crois. Quand j'ai commencé, je n'avais pas tous ces outils. Et il y a 2-3 ans, il n'y avait pas les formations adéquates ici. Donc, j'ai dû trouver des formateurs en France pour me faire former. Parce que c'est vrai qu'on parle du prompt, mais le prompt, pour faire une bonne image, c'est pas juste écrire un petit texte. Rien que pour l'image, c'est d'avoir des notions par rapport à la couleur, par rapport à la caméra. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc, c'était pas si facile que ça. Et je me suis faite former principalement en France. Et après, tout est venu petit à petit parce que il y a eu le grand boom des IA. C'est vrai qu'il y a pas mal d'initiatives, mais après... en une semaine, ce que vous avez appris il y a un mois sur, par exemple, ChatGPT, c'est caduc aujourd'hui. Ça va très, très vite. Donc, même des personnes qui ont été formées à l'IA il y a un an, on leur dit oubliez tout. Voilà, ça c'est nouveau. Et même moi, dans mon métier de génération d'images, aujourd'hui, par exemple, le secteur de la communication et du marketing en Côte d'Ivoire est très impacté. Si vous vous baladez à Abidjan, vous avez 5 ou 6 panneaux dans le quartier, c'est des IA. C'est très impacté. Et donc même aujourd'hui, un infographiste a besoin d'être outillé. Mais il n'a plus forcément besoin de trouver ses formateurs à l'extérieur parce qu'il y a des initiatives locales pour former. Et des fois, c'est vraiment pour former gratuitement. Donc, les initiatives, elles sont présentes. En tout cas, merci pour ces informations, mais je pense aussi ces initiatives qui sont là localement pour accompagner aussi méritent d'être mises en avant. Mais souvent aussi, il faut trouver le cadre aussi pour les accompagner parce que souvent, on a du mal à venir lorsqu'on dit que c'est gratuit. Parce que les gens pensent que quand c'est gratuit, il n'y a pas de sérieux. Mais en fait, c'est que les gens ne comprennent pas. On est dans un monde de l'intelligence collective et de la co-construction aujourd'hui. Quel qu'en soit le projet que je veux porter, j'aimerais bien que d'autres viennent participer, même s'ils ne payent pas, mais ils vont contribuer. Parce que souvent, quand vous venez vous former aussi, vous contribuez aussi à la formation et aussi à enrichir. Donc, je pense que il nous reste 10 minutes pour ce panel. Et on ne sait pas s'il y a des questions dans la salle. En tout cas, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Et tiens, je vois déjà que
le monsieur a une question, donc si on peut lui donner un micro. Levez-vous quand vous avez des questions pour qu'on puisse vous identifier plus facilement, s'il vous plaît. Excusez-moi pour le retard, je suis M. Traoré. Je connais bien M. Jérôme, il nous a formés sur le IA. En tant que caméraman, l'utilisation du IA, je peux dire à la nouvelle génération, dans le sport, ça existe, vous le savez. La joueur direct d'un entraîneur, c'est un gars d'IA. Après chaque match, il doit pouvoir donner à l'entraîneur ce qu'il faut comme stratégie. Ça, moi, je connais bien. Et à travers Madame la génératrice d'image, je le sais. Mais moi, pour ce qui me fatigue plus, nous qui sommes de l'ancienne génération, moi, je préfère tourner directement. On peut après prendre l'IA pour la correction. Vous comprenez? Parce que prendre une image de notre côté, ce n'est pas créatif pour moi, sérieusement pour moi. Moi, je dois faire un son tout à l'heure. Mais je préfère faire mon son dans un studio d'enregistrement. Au lieu de prendre un dictaphone pour pouvoir le faire. Donc, moi, c'est ça. C'est plutôt une contribution ou Oui, c'est plutôt une contribution, mais je voulais dire d'essayer de développer encore plus pour pouvoir faire comprendre à la nouvelle génération. De toute façon, je pense que ça a été clair depuis 3 jours que l'IA ne va jamais remplacer l'humain. Donc le rôle de l'humain va être là. Il ne pourra jamais être dans l'émotion, l'IA. Ça, c'est sûr et certain. Je crois que ça a été clair. Donc pour la deuxième question, allez-y, monsieur. Oui, bonjour tout le monde. Je suis monsieur Ezekiel Soa. Moi, ma préoccupation est la suivante. En matière de communication digitale, j'ai remarqué aujourd'hui après plusieurs recherches que dans les pays occidentaux, le métier de community manager, il est beaucoup plus pris au sérieux là-bas qu'ici. Ma question est, avec le jargon ivoirien aujourd'hui que nous avons, comment l'IA peut nous aider à beaucoup mieux nous améliorer dans les copywriting? Comment est-ce que qu'est-ce que l'IA peut nous apporter? Parce qu'aujourd'hui, si moi j'ai fait une publication dans un langage ivoirien et qu'une autre personne a fait la même publication avec l'IA, je me dis qu'on peut avoir une similitude dans notre copywriting. Beaucoup de plagiat, ouais. Voilà. Donc qu'est-ce que l'IA peut nous apporter pour mieux nous améliorer? C'est tout. Qu'est-ce que tu entends par améliorer? Par améliorer, c'est-à-dire poursuivre notre connaissance en matière de communication digitale aujourd'hui. Qu'est-ce que l'IA peut nous apporter en matière de connaissances? Je pense que Jérôme, il va... Là, c'est Aïfa qui est son métier. Je pense qu'elle peut bien répondre là-dessus. Aïfa, je pense que sa question, si je peux bien reformuler peut-être de ma compréhension, c'est comment peut-on éviter les plagiats? Merci. Parce que, voilà, c'est ça. Hein. Merci. Oui, et comment l'IA peut améliorer le métier de la communication et du digital? Il y a 2 questions. Oui, il y a 2. Elle est à double sens. Comment éviter les plagiats et comment l'IA peut nous permettre de nous améliorer en matière de communication digitale? Ok, je vais répondre à la première question. En termes de plagiat, c'est vrai que la régulation, les lois sont encore floues, mais c'est en train d'être mis en place, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette stratégie nationale. Quand on fait des formations, on a un gros problème, et même moi je le vois avec mes étudiants, demandez-lui juste de vous faire un mémoire ou n'importe un texte ou une dissertation, il va tout faire avec ChatGPT et il le recrache. Il ne va pas mettre son esprit critique, il ne va pas réfléchir, c'est juste du copier-coller. Donc là, ça va être l'étape de la sensibilisation. Attention, tout ce que vous mettez sur l'IA, vous ne pouvez pas juste le recracher tel quel. Donc il y a un métier de formation, d'éducation numérique à ces outils-là, pour éviter ce plagiat. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce problème aujourd'hui même avec les journalistes. On a eu des journalistes du New York Times qui s'étaient plaints. On a reconnu un style d'écriture. Donc c'est pour ça que nous, on est obligés de mettre un peu, entre guillemets, les garde-fous et de dire à ces personnes, attention, tout ce que vous faites sur l'IA, c'est pas juste pour le faire un copier-coller. Il y a un travail de recherche aussi, d'aller aux sources. Pour vous donner un exemple tout bête, j'avais demandé, faites-moi la liste des 15 influenceurs du tourisme en Côte d'Ivoire. Tout le monde est parti, tout le monde est arrivé le lendemain tout fier, mais ils m'ont sorti des noms de personnes qui n'étaient même pas des influenceurs. Parce que
on n'a plus envie de réfléchir. Et alors que si vraiment on utilise l'IA générative bien, là on se rend compte qu'on réfléchit. On va utiliser son esprit critique, on va à la source. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce travail de sensibilisation-là. Après, pareil, pour la communication digitale, elle est bouleversée à tous les niveaux, hein. Même aujourd'hui, il y a des outils pour faire des vidéos en 2 minutes, mais il y a comment faire des vidéos et bien faire des vidéos. Mais après, ça reste un outil de productivité. Pour vous donner un exemple, pour faire une image du film de Avatar, une image de synthèse, ça peut prendre plus de 4000 heures. Aujourd'hui, avec une IA, c'est rapide. Donc, c'est un outil aussi de productivité. Donc, il ne faut pas juste diaboliser et dire que voilà, elle va détruire nos métiers. Il faut plus la voir comme un collaborateur numérique, comme un stagiaire que vous avez à côté de vous. Moi, aujourd'hui, je suis approchée par des actrices, par des réalisateurs, pas pour remplacer le film de A à Z, mais pour avoir des petites solutions qui ne vont pas être coûteuses pour aller un peu plus vite. Merci. La deuxième question. Je pense qu'il a répondu à vos 2 questions. Il n'y a pas de problème. Ouais. Jérôme, c'est ça, hein, tu veux intervenir? Il y a encore des questions dans la salle là-bas à gauche. Une dame? Est-ce qu'il y a une dame qui veut poser une question? On fasse mixte. Bonjour, moi c'est Yapo Dominique, je suis vendeuse en ligne. Merci à tous les panélistes pour toutes ces informations sur l'IA. Moi je voudrais savoir déjà s'il y a vraiment une école pour se former à l'IA. Si oui, laquelle? Et ma question est la suivante. Concernant un vendeur en ligne, comment l'IA peut nous aider à faire de meilleures ventes en fait? Merci. Bon, on sort un peu des start-up et de l'innovation, mais oui, vous avez des universités aujourd'hui, l'INPHB, l'Université San Pedro et bien d'autres, qui proposent des formations en IA. Après, qu'est-ce que vous appelez formation? Sur quel sujet? Il y a des organismes de formation. J'étais avec au FIMEC, au Forum international des compétences et des métiers, la semaine dernière. On va lancer avec la GFOP plein de formations sur les outils d'IA. Donc c'est en train d'être mis en place. Au Togo, on a créé des centres de formation qu'on verra la semaine prochaine. On va en créer ici aussi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée avec chaque fois, on forme les compétences sur place pour être des formateurs. J'ai Nada Ziadi, qui est l'une des formatrices de formateurs ici avec nous. Et l'idée, c'est de faire avec les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, par les Ivoiriens. Et ça, c'est hyper important. Après, pour la question en ligne, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a plein d'outils qui permettent l'ultra-personnalisation de vendre, par exemple. Comme lorsque ce qu'on appelle les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, où vous avez des publicités qui sont hyper ciblées. C'est l'ultra-personnalisation, ils vous connaissent mieux que vous. Et par exemple, moi qui suis un homme qui aime les couleurs bleues ou grises pour les costumes, c'est si je vais sur un site qui me propose les couleurs que j'aime en fonction de ma taille. Parce que quelquefois, je galère dans des sites où il y a trop de choses, il y a trop de couleurs, il y a trop de ci. J'arrive pas à trouver les bonnes couleurs, j'arrive pas à trouver ça. Donc c'est d'aller dans le plus grand nombre de détails possible. Et l'IA peut ultra personnaliser tout ça, automatiser les rappels, de dire ben voilà, le produit que vous attendez, il est arrivé. Il y a tel produit qui va arriver, de faire tout ça, toutes les tâches qui sont répétitives, de les mettre de manière automatique. Merci, il y avait une Jean. question devant. Je pense qu'il y a d'autres questions. Ok, allez-y. Levez-vous, oui, que vous voyez bien. Comme ça fait 2 garçons, 2 filles. Bonjour à tous. Alors, dans ce panel, vous êtes en train de parler de l'IA pour l'inclusion sociale. Ici en Afrique, suite à plusieurs facteurs, nous avons beaucoup de problèmes, comme par exemple les vols, les braquages, la délinquance juvénile et même l'escroquerie en ligne. Tout à l'heure, M. Jérôme a parlé des brouteurs. Et moi, je voulais poser une question. Est-ce que ce n'est pas possible de créer une cellule, de faire un projet pour pouvoir permettre, par exemple, à des délinquants qui sont sortis de prison de pouvoir se former dans le digital, dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle, ce qui aussi va pousser, par exemple, d'autres personnes qui chôment et qui veulent s'adonner à ces mauvaises pratiques aussi, de pouvoir suivre aussi ces formations. Merci.
c'est un sujet qu'on veut mettre en œuvre. Mais ça, c'est pas qu'un projet gouvernemental, hein, ça fait partie de tout un chacun. Et on veut vraiment expliquer ce message à ces jeunes-là qu'il y a un avenir. Faire une bêtise, ça arrive à tout le monde. Hein. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, on a droit à une seconde chance. Enfin, moi, j'y crois en tous les cas, et, fortement. Et c'est de se dire comment on peut aider ces personnes-là via les formations. Donc oui, mais le message à faire passer, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Est-ce que vous voulez voler ou est-ce que vous voulez être la fierté de votre pays si vous mettez des compétences à profit? Par exemple, dans les projets de Human AI que l'on aura, par contre, il va falloir faire preuve de probité parce qu'il faut de la confiance aussi, etc. Et on mettra les garde-fous pour, mais parce que ça se gagne, la confiance à nouveau. Donc oui, il y aura des choses qui seront mises là-dessus parce que le projet gouvernemental, sans rien dévoiler, la volonté du président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, le chef de l'État, c'est de dire ça doit bénéficier à tous les Ivoiriens. Il n'y en a pas un qui doit être marginalisé. C'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Donc c'est pour ça qu'on parlait de culture tout à l'heure. La culture n'est pas mise de côté, au contraire. Hein. Tous les autres aussi, mais il y a des priorités premières. Pourquoi? Parce qu'à la santé, il y a énormément de demandes. Ce sont des urgences absolues. Et donc voilà, mais il y aura énormément de réponses pour tous. Il n'y aura aucun qui sera mis de côté et on va apporter toutes les solutions à tout le monde. Mais il va falloir faire savoir, c'est la plus grosse difficulté de faire savoir, parce que les gens ne sont pas tous sur des forums, sur des réseaux, ils ne viennent pas tous là. Vous voyez, moi c'est la première fois que j'ai aussi peu de gens qui viennent à DGIA. Donc c'est de se dire, mais ils ne sont pas intéressés, c'est quoi? Et après, la politique, elle se dit, mais ouais, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas envie. Donc c'est à nous aussi de prendre notre bâton de pèlerin ou de berger, peu importe, et d'aller dire, mais c'est important de te voir dans le monde de demain. Le monde de demain, c'est aujourd'hui. Il est aujourd'hui. Donc je vous engage tous à faire la bonne parole, mais non pas pour vanter le gouvernement, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques sur ce qui a été fait, ou ce qui est en train de faire alors que c'est pas fini. Moi je critique pas, j'avance. Et si c'est une critique positive pour améliorer les choses, je suis preneur, avec grand plaisir, au contraire, j'adore ça. C'est comme ça qu'on s'améliore. Par contre, vous avez un gouvernement qui met les moyens et qui a mis des gens en place qui ont le cœur de le faire en plus. C'est une chance incroyable. Et croyez-moi, moi qui travaille dans beaucoup de pays, c'est pour ça qu'on vient en Côte d'Ivoire et qu'on a confiance à Amadou, ça répond à la question de tout à l'heure. Hein. C'est parce qu'on sent que l'écosystème est prêt, etc. Maintenant, il faut que les jeunes comprennent. Mais ça, c'est un changement de mindset aussi. C'est un changement de mindset. Et arrêtez de demander ce que peut faire l'État. Venez. Et je l'ai dit dans mon discours, dans ma cérémonie d'ouverture, c'est ne vous demandez pas ce que votre pays peut vous apporter, mais demandez-vous, ce que vous pouvez apporter à la Côte d'Ivoire pour hisser votre pays au plus haut de l'intelligence artificielle. Alors, Jérôme, je pense pour peut-être donner un peu plus d'informations sur sa question, généralement, c'est le ministère de la Sécurité intérieure qui fait ce genre de formation pour ceux qui sortent de prison, etc. Et ils accompagnent cela parce que voilà, il y a des pistes. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de digital, lorsqu'on parle de transformation digitale, c'est le ministère en charge de la transformation digitale, évidemment, qui va être au devant. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans nos gouvernements, dans nos pays, nos ministères ont commencé à avoir aussi des cellules interministérielles où ils collaborent, etc., pour faire pas mal de projets en synergie. Mais ce que je sais quand même en Côte d'Ivoire que le ministère de la Sécurité intérieure fait beaucoup de formations. Maintenant, est-ce que ces formations sont axées sur le métier du digital? Ça, je ne saurais le dire. Et Stéphane n'est pas là, mais il aurait pu nous en parler. Mais la question que vous posez est bien sûr que ça se fait en Côte d'Ivoire et le ministère de la Sécurité intérieure le fait évidemment pour les délinquants qui sortent de prison. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a une dernière question parce qu'il va être du temps, mais c'est d'aller rapidement sur des questions. Juste une question par personne parce que je vois qu'il y a 4 personnes qui veulent parler. On va venir à vous tout à l'heure. Allez-y. Rapidement pour votre question, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Il faut rapprocher le micro pour entendre. Merci pour la parole. Bon, moi, ma question s'adresse à M. Jérôme. Monsieur, j'aimerais savoir, bon, vous avez parlé d'une formation que vous offrez, une formation en entrepreneuriat. Voilà, j'aimerais savoir, pour un jeune qui est intéressé, où est-ce qu'il peut s'inscrire?
Alors, on l'offre dans le cadre, lorsque nous rentrons dans le capital de la société, et que c'est une start-up, j'ai bien été clair là-dessus, hein, pour former le jeune porteur de projet à avoir le mindset de l'entrepreneuriat et l'innovation. En revanche, on est en pourparlers pour apporter cette formation-là à tous les Ivoiriens à la GFOP. D'accord ? Parce que moi, je ne suis pas une banque. Je n'ai pas les moyens d'une banque. On a fait, nous, une communauté, comme Amadou, hein, on est bénévole. On fait des formations gratuites, chacun apporte son lot et après, celui qui a été formé, comme ils ont des compétences, à leur tour, ils forment d'autres ambassadeurs. C'est des formations light, mais qui ont le mérite d'exister et qui ont leur impact aussi. Donc, dans ces formations-là que nous offrons, c'est dans le cadre qu'on rentre dans le capital, on met à disposition cette formation-là. Et nous sommes en train de parler avec la GFOP. Pourquoi la GFOP ? Parce que cette formation, quand on est dans une entreprise, quand on est un employé, il y a un pourcentage qui est reversé pour avoir des formations gratuites et remboursées. C'est dans ce cadre-là. Et après, c'est aussi de trouver des bailleurs qui vont payer les formations. Par contre, par expérience, quand des formations très lourdes sont gratuites, de 3 mois ou 6 mois, ça ne marche pas. Nous, c'est pour ça qu'on fait l'inverse, c'est qu'on sensibilise sur certains outils, on fait des formations light, parce que du coup, vous êtes demandeur. Et là, on fait l'effet inverse. Ok, moi j'ai 100 demandes et on va voir les bailleurs. Est-ce que tu payes la formation pour ces gens-là ? C'est l'effet inverse parce que malheureusement, si on fait des formations, j'ai trop vu des gens qui remplissaient les salles et les gens, ils ne travaillaient pas, ils s'en foutaient. Donc, c'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est que la Côte d'Ivoire, elle gagne la canne de l'intelligence artificielle. D'accord, merci. On a 1, 2, 3, 4 questions. Après, je pense que ça va être bon. De ce côté, il n'y a pas de questions, donc ça va. Ah, il y en a une là aussi. Etibo Aimé Désiré, immunomusicologue, auteur-compositeur. Ma question va à l'endroit de Jérôme, plus particulièrement, malheureusement, M. Kounandi s'est déplacé. On a plusieurs étudiants parmi nous et on nous sensibilise ou on demande à ces étudiants de créer des startups. Et on sait que pour créer, par exemple, une entreprise en Côte d'Ivoire, ce n'est pas donné financièrement. Est-ce que Jérôme ou le ministère de la digitalisation est informé ou sont informés du statut de l'entrepreneur? C'est un nouveau document qu'un entrepreneur peut utiliser avant de passer au CPC. C'est la question que je voulais poser. C'est une très bonne question. C'est marrant parce qu'on en a parlé l'autre jour. On a rassemblé un cabinet qui est spécialisé dans le montage, qui fait du conseil sur les statuts, comment monter une société, etc. Et qui est prêt à intégrer, il prendra un pourcentage de la société et il fournira ces services-là gratuitement. L'idée, c'est de réussir. L'idée, c'est de porter les projets qui sont prometteurs au plus haut niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique et mondiale. Je crois vraiment qu'il y aura des licornes en Afrique. Par contre, on parle beaucoup de pauvreté, ultra-pauvreté même, hein, parce que j'ai lu le rapport d'Africa Gap, 80%, si on change rien, si on reste pareil, 80% de l'ultra-pauvreté en 2030 sera africaine. C'est l'horreur. Alors que vous êtes le continent le plus riche en mines, etc. Donc le sujet, c'est de vous donner les moyens. C'est pour ça que Human AI, nous, c'est avec toute notre expérience. Mais Human AI n'est pas seul. Ce que j'expliquais, ce n'est pas forcément des ambassadeurs, c'est des gens qui partagent notre vision, des chefs d'entreprise aussi qui partagent notre vision, qui rentrent dans le capital de 10%. Et c'est d'offrir ce mentoring, ce coaching gratuitement. Parce que si on dit, ben non, on va rentrer dans l'entreprise et on va faire payer l'entreprise, on va l'appauvrir. L'idée, elle n'est pas là. L'idée est de lui donner ses ailes pour s'envoler le plus haut possible, mais de l'accompagner, de lui apprendre à voler, de lui expliquer ce que c'est que des ailes, comment s'en servir, et de lui apprendre à voler, et ensuite qu'il vole seul, et nous on se retire au bout de 3 à 5 ans. Elle est là l'idée, c'est de vous donner tous les moyens pour pouvoir réussir. Donc c'est aussi, pourquoi pas, pour certains, on peut ouvrir avec 0 de capital, je crois aussi, en Côte d'Ivoire. Donc par contre, elle nous accompagnera. Et il en faudra plusieurs de personnes comme ça, de juristes, d'experts comptables, etc., pour faire en sorte que... Mais ils vont gagner plus. Et en plus, ils vont donner les bons conseils parce qu'ils seront partenaires.
et ils vont utiliser leur réseau pour vendre l'entreprise, pour essayer de récupérer leur argent plus rapidement. Voilà l'effet que ça a fait quand on a mis cela en place. Merci Jérôme. Et pour la question suivante, allez-y. Bonjour tout le monde, je suis Jean de Dieu Kouassi, juriste, maintenancier à la SECNA Yamsoukro. Ma question elle a double volet. Déjà, on sait que l'intelligence artificielle est un sempiternel mouvement et nous sommes dans un monde évolutif. Et donc, moi, je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure des différents secteurs d'activité sur lesquels l'IA touche. Mais moi, je voulais savoir, dans le domaine de l'aviation, par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport entre l'intelligence artificielle et le domaine de l'aviation? Et outre cela, je voulais savoir également, est-ce que ça serait possible de faciliter son intégration au regard de l'Occident dans notre société moderne africaine? C'est un peu ça ma question. C'est une longue question, hein, Jérôme, mais je peut-être si Aïfa, tu veux répondre à ça? Non? Bon, en tout cas, moi, je pense que la question, c'est peut-être une contribution, mais on sait que dans le domaine de l'aviation, c'est sans doute un des domaines qui utilise le plus l'intelligence artificielle et qui utilise toutes les technologies qui peuvent exister. C'est le domaine où on parle de technologie, normalement, c'est quand je suis quelqu'un, moi, qui est un peu grandi à Toulouse, et toutes les technologies qu'on connaissait, en fait, on les savait déjà à Toulouse parce que c'était la ville de l'aéronautique. Donc, quand on va parler de l'intelligence artificielle, c'est des choses qu'on ne va pas beaucoup parler. Tu ne les verras pas dans ce domaine dire qu'on utilise telle technologie. C'est assez compliqué de parler de ces technologies à ce niveau-là. C'est des choses qui vont rester, mais on les sait qu'ils sont parmi les premiers à l'utiliser. Évidemment, ils vont l'utiliser. Maintenant, pour les autres questions, je pense que je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur ça, mais... C'était quoi la deuxième question? Elle n'était pas trop bien comprise, mais en tout cas, je pense que c'est une contribution qu'il a voulu faire aussi, je pense. Mais voilà. Je voulais savoir, je reprends? Oui, allez-y. Ouais. De façon... Je voulais savoir si c'était possible de faciliter son intégration dans notre société moderne africaine. Les rapports de l'intelligence artificielle avec le domaine de l'aviation en Afrique. Bon, c'est vrai que c'est la réalité. Quand on parle d'IA, je pense qu'en termes d'aviation, ils sont très très loin. Donc c'est déjà ancré depuis très longtemps. Après, pour l'intégration, je pense que les acteurs locaux tels que Air Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui est quand même connu, très connu à l'international, je pense qu'ils savent quoi faire et comment intégrer toutes ces nouvelles technologies. Je sais même qu'ils sont très pointus en termes de sécurité, qui ramènent des formateurs internationaux aux normes internationales. Donc je pense que tout le monde, dans chaque secteur, les personnes concernées savent vraiment quoi faire. Après, dans le modèle africain, évidemment, c'est normal. Je pense que Jérôme en parlait tout à l'heure qu'à Oujda, ils ont ramené des imprimantes 3D pour fabriquer leurs propres drones. Vous savez, aujourd'hui, partout, tout ce qu'on est aujourd'hui, il peut s'adapter à l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, on voit les indicateurs sont ouverts et il y a un développement qui est là. Et c'est une machine qui est lancée, elle est en train d'accélérer. Donc je pense que, bien sûr, aussi, il y a des solutions qui sont conçues en Côte d'Ivoire et ces ingénieurs, bien sûr, n'ont même pas le choix. Ils vont intégrer l'IA d'office, en fait. Donc, en fait, ce n'est que l'IA aujourd'hui, c'est dans nos quotidiens et on l'utilise, on le consomme. Hein. Peut-être que c'est peut-être pas un avion qu'on va créer ou un drone, mais c'est même dans la publication. Elle l'a dit tout à l'heure, même Air Côte d'Ivoire, dans les communications, dans certains trucs, ils vont toujours utiliser l'intelligence artificielle. C'est un outil qui rentre aujourd'hui. Juste pour fermer la parenthèse sur ça, c'est comme WhatsApp. Avant, nos mamans, quand on était à l'étranger, nous envoyaient des lettres. Et il fallait trouver quelqu'un pour les aider à écrire la lettre. Et aujourd'hui, on envoie une note vocale par WhatsApp. La vieille qui est au village, là, elles sont plus actives que nous et qui sommes en ville sur WhatsApp. Donc c'est un petit peu ça. Les technologies s'adaptent. Voilà. C'est ça. Elles sont même sur TikTok, donc. Après, monsieur, il y a une dame qui voulait poser une question. Et après, je pense qu'on va clôturer Jérôme parce qu'on a dépassé le temps. Bonjour à tous, je suis monsieur Michael Kwame, fondateur de Diamond et de Atlas. J'ai une question très simple. Aujourd'hui,
Étant donné que je suis propriétaire de plusieurs startups, j'aimerais savoir comment et par quel canal exactement faut-il rentrer en contact avec Human AI ici présent. Donc la question, je pense que c'est pour M. Jérôme. Sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez rentrer en contact avec nous sur notre site internet. Et là, je suis là, donc on se verra. Moi, je donne mes coordonnées à tout le monde. Mais vraiment, il n'y a pas une personne à qui je ne donne pas ma carte quand il m'en reste. En revanche, ce que je demande, c'est pas de m'envoyer un message « bonjour ». C'est d'être très, très clair sur le message parce que j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps. Et je prends le temps de répondre à tout le monde. Quand c'est des messages qui se passent « bonjour, ça va quoi ». Si c'est un message, bonjour, voilà, j'ai tel projet, tatati, monsieur Jérôme, j'aimerais une entrevue, etc. Là, j'ai répondu, j'ai dit, écoute, je reviens le 10 mars en Côte d'Ivoire, peut-être. Donc, je le saurai ce soir. Mais on pourra se voir si je reviens dans ce cadre-là, etc. Donc, je suis très ouvert là-dessus. Après, on fait le maximum pour répondre à tout le monde. Il y a la partie anglophone et la partie francophone. Et on met vraiment les moyens. On a du mal aujourd'hui à voir tous les projets. Et c'est vrai que c'est le plus difficile, il est là. C'est comment on voit les projets. Et on est en train d'essayer de trouver des solutions en interne pour justement sourcer le maximum de projets. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est comme on est avec le cluster digital, comme on est nous tous, c'est d'être tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on pourra réussir, tout en étant chacun à sa place. Et ça, j'insiste sur le fait. Moi, j'ai jamais pris de ma vie la place d'Amadou Diawara. Et j'ai toujours dit, je suis très fier d'être son vice-président d'honneur sur les questions d'intelligence artificielle. Par contre, j'ai toujours mis en avant, parce qu'il fait l'intelligence collective, etc. Donc voilà, je vous donnerai mes coordonnées avec grand plaisir. D'accord, ça fait plaisir de l'entendre. Et je pense que j'ai assez de projets, je suis une casse à projets, voilà. J'ai la capacité facile de créer, que ce soit des startups et autres. Et mon équipe et moi avons mis sur place une holding qui regroupe toutes ces startups-là, avec qui on travaille avec plusieurs développeurs. Et récemment, je dirais en décembre 2024, nous avons travaillé sur un sujet assez important, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle sur lequel nous travaillons actuellement. Et je pense que ça va beaucoup vous intéresser tout à l'heure lorsqu'on va se voir en huis clos, comme on le dit. Avec plaisir. Ça sera également un plaisir. Merci pour votre contribution. On va passer à la question suivante. Merci, on va passer à la question suivante. Madame, si vous pouvez poser, donc, je pense que c'est la dernière question que nous allons prendre. Merci. Ok, bonjour. Moi, c'est Madame Libi Kamé Sarah. Je suis data analyst dans le secteur de l'agriculture et la santé des plantes. Ma question, c'était, peut-être que je l'ai raté, je ne sais pas, mais c'était de savoir quelles sont les actions menées ou les projets concrets pour l'intégration de l'IA dans le secteur de l'agriculture. Alors, c'est le sujet, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de secteurs informels dans l'agriculture. Il y a beaucoup de... L'idée, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pourquoi on cultive le manioc et pourquoi on ne cultive pas des tomates et des oignons où on pourrait vendre localement, etc. Et en fait, l'idée, elle est de se dire, voilà, si tu prouves à un agriculteur qu'en fonction de son terroir, il peut cultiver les tomates et voilà quel va être son revenu, parce que c'est l'argent aujourd'hui qui compte pour un agriculteur, qui peut, en mettant des drones, pour vérifier la qualité des plantes, les maladies, toutes ces choses-là, les besoins en eau, etc., qui peut augmenter son rendement à l'hectare, il faut le prouver. Et donc, on va mener des projets dans ce cadre-là. Stéphane a parlé du projet de l'agriculture. C'est l'autonomie alimentaire de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire en particulier, et de l'Afrique en général. Pourquoi ? Parce qu'on a vu la guerre en Ukraine. Moi, je me rappelle, j'ai un ami qui a un magazine sur le développement durable, et il parle beaucoup d'agriculture. Et quand il y a eu la guerre en Ukraine, j'ai envoyé un message, j'ai dit, pour toi, ça va être un superbe article, là, parce qu'on ne va plus avoir de blé. Il me dit, ah bon, pourquoi ? Et il ne savait pas qu'il produisait 60 à 80% de blé du monde entier. Et vous avez vu le cours du blé, comme il a augmenté ? Et donc je crois beaucoup à une économie circulaire qui répondra aux objectifs de développement durable, à fabriquer local. En revanche, il faut aussi former les agriculteurs à cela. Il faut les sensibiliser à dire, voilà, pourquoi tu fais du manioc, voilà, si tu fais des tomates, quel est le revenu ? Il faut leur prouver en fait. Il ne faut pas faire des annonces. Nous, ce qu'on a fait chez Human AI, on a beaucoup développé de solutions. La vérification de vie biométrique
pour le paiement des pensions et des retraites au Togo. On n'en a pas parlé. On a attendu 2 ans, un retour sur expérience, que ça fonctionne bien, etc., pour en parler. Et du coup, quand ça fonctionnait, qu'on a vu les résultats, 38 000 fraudes le premier mois, et c'est tous les mois qu'on vérifie la vie. Donc on a fait plus de 120 millions d'euros d'économies qu'on a mis dans l'assurance maladie universelle, enfin le chef de l'État a mis, etc. Donc on a prouvé qu'il y avait des résultats. Ces résultats-là, il faut les prouver à tout et chacun dans chaque métier, et notamment dans l'agriculture. C'est pourquoi je changerai le manioc. Ben voilà, l'IA va nous permettre de faire des simulations qui vont te prouver que tu vas gagner beaucoup plus. Et c'est du concret, et on va faire des tests en taille réelle. Et ce qu'il y a aussi, c'est que la plupart des agriculteurs font moins de 1 hectare en Afrique. C'est comment aussi les rassembler, leur prouver que s'ils sont rassemblés, ils seront plus forts en forme de coopérative, de choses comme ça, pour les achats de matériel, pour toutes ces choses-là. Donc ça passe par beaucoup d'éducation, etc. À Paris, c'est pas fait un jour, mais je crois qu'on va, je suis sûr qu'on va y arriver, sinon je ne serai pas là. Donc voilà, il faut prouver. Il faut prouver par les use cases. On va devoir arrêter ce panel maintenant, mais en tout cas, c'est juste avant de quitter, Jérôme, c'est si vous devez changer quelque chose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le quoi? Voilà, rapidement. La mentalité. La mentalité, ne plus avoir peur de l'IA, de plus jouer seul dans son coin, et que l'ego, il en faut, moi j'en ai de l'ego, je jouais au rugby, on avait tous un ego surdimensionné, mais il était au service du collectif. Et quand on rentrait tous ensemble sur le terrain, c'était pour gagner. Et donc ce que j'ai vu de la Côte d'Ivoire, c'est cette CAN fabuleuse que vous avez faite. Moi, chaque fois que j'en parle, j'ai des émotions, parce que j'ai cru qu'il allait y avoir un coup d'État, que vous alliez assassiner les joueurs. Au quart de finale, vous étiez tous ensemble. Non, mais c'est important ce que je dis. Tous ensemble derrière votre équipe. Donc changez votre mindset et ayez cette unicité qui est hyper importante. Merci. Fabienne, pareil, hein, donc si vous devez changer quelque chose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça va être quoi? Je ne souhaite rien changer en Côte d'Ivoire. Tout est nickel. Tout est nickel. Je ne peux pas changer les gens, je ne peux pas changer la Côte d'Ivoire. Vous pouvez changer les mais ce que je peux, je souhaite apporter quelque chose de bien, ce qu'il y a de bien en moi, ce que je sais faire. Je sais apporter une belle contribution aux Ivoiriens. Et ce qui a à améliorer, ça sera pour les nouvelles entreprises, en tout cas pour des nouvelles start-up, c'est une réglementation claire. La stratégie qui est en cours, elle va apporter ces solutions. Oui, une réglementation assez claire parce qu'on s'attaque à la tech. On parlait tout à l'heure de données, d'éthique. Donc, il faut une réglementation très claire. Et en même temps, hormis la réglementation, ce sont les humains qui sont derrière. Donc, il faut vraiment que tout le monde soit ensemble et chaque point... qu'on soit aligné, que nos valeurs soient alignées, parce qu'il y a le business, mais il y a aussi des principes et des valeurs à respecter. Et il faut, quand on est aligné sur ces valeurs-là, je pense que tout est fluide. Voilà. Merci à toi. Merci. Et Aïfa, je pense que tu peux quel conseil en une phrase Moi, c'est pas un conseil. Moi, c'est juste pour dire, écoutez, découragement n'est pas ivoirien. On va bien y arriver. Hein. On va avoir un jour une IA africaine, une IA qui est vraiment calquée sur nos réalités locales. C'est pas impossible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grands mots qui sont sortis, mais tout est faisable, tout est possible, et je pense qu'on est bien parti pour. Merci à tout le monde pour d'avoir suivi ce panel, et merci à nos panélistes, et en tout cas que Dieu vous préserve. Merci. Donc ça clôture les JA. Donc ces journées d'intelligence artificielle, j'espère qu'elles vous ont apporté des éclaircissements, que vous êtes approprié chaque idée, chaque solution, chaque innovation que l'on peut vous apporter, et surtout que la clé, c'est vous qui l'avez en vous. Et on ne peut rien faire sans les talents, on ne peut pas rien faire sans les compétences. Moi, je suis très fier d'avoir créé les JA avec le docteur Malik Maurice Mouzou, donc, qui est président du Conseil international de l'IA. Je suis très fier que vous ayez été attentifs. J'ai trouvé un public remarquable et dans un endroit prestigieux. Donc moi, j'adore la Côte d'Ivoire, j'adore l'Afrique, et la Côte d'Ivoire en particulier. C'est un pays que j'aime énormément.
Et je crois énormément en la Côte d'Ivoire et en vous. Par contre, la Côte d'Ivoire, elle a besoin de vous plus que jamais. Et aujourd'hui, il est temps vraiment d'agir. C'est plus une option, comme j'ai dit à la cérémonie. Il faut que vous vous leviez et que vous preniez l'avenir, votre avenir en main, et que vous hissiez votre pays au plus haut niveau de l'intelligence artificielle, parce que vous en avez les moyens, vous en avez les compétences et vous en avez l'énergie. Donc je clôture ces journées de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Je vous souhaite à vous beaucoup de bonheur. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et prenez soin des autres aussi. Écoutez ces mots de bienveillance. Restez dans la bienveillance parce que ça vous apporte bien plus que la chance. Un sourire apporte un autre sourire. Un mauvais regard apporte une bagarre. Donc, merci à vous d'avoir participé et faites-le savoir. Nous serons là aussi l'année prochaine. Merci. Vous voulez tous venir sur scène? On prend une photo tous ensemble? Ça vous dit ou pas? Eh bien, allez, venez. Hein. Venez tous. Il y en a qui sont mettront derrière et il y en a ici. On va essayer de maximiser sur la photo. Comme ça fera une photo de famille. La mannequin. Kadi Kemisoko. Ah, Thierry, c'est ça, qui est bien.